On parle souvent de la douleur, c'est dans la tête. Si vous avez mal, c'est à cause de votre stress. Est-ce qu'il y a vraiment un lien entre les émotions et les douleurs? C'est des sujets que je vais parler et je vais faire de mon mieux pour y répondre. Quand on dit la douleur est dans la tête, c'est hyper mal dit. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre cerveau reçoit une tonne d'informations. C'est-à-dire que quand ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu sens, ce que tu goûtes, ça remonte vers des petits nerfs jusqu'à ton cerveau. Et après, c'est ton cerveau qui interprète les informations. Et la douleur, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que je te pince, si je me pince là, ça remonte vers des petits nerfs jusqu'à mon cerveau. Et c'est à partir de là, mon cerveau s'il décide s'il y a une douleur ou non. Parce que notre cerveau reçoit une tonne d'informations, c'est lui qui va trier si du plus important au moins important. C'est-à-dire que mon t-shirt qui est sur ma peau, ce n'est pas vraiment très important. C'est pour ça que tu ne sens pas ton t-shirt quand je suis en train de parler. Par contre, si tu discutes avec quelqu'un dans un bar, c'est super important parce que le sujet t'intéresse, mais tu vas faire abstraction de tout ce qui est autour. Donc les gens que tu vois, l'odeur peut-être qui est à côté, enfin tous les autres sens qui sont pas forcément importants. Ton cerveau va traiter que les informations qui sont importantes. Et c'est pour ça que si je te mets un caillou dans une chaussure, est-ce que tu vas le sentir? Oui, c'est super désagréable. Mais si j'allume un feu, ta maison, est-ce que tu vas sentir ton caillou? Pas forcément. Donc le cerveau, il est capable de réduire ou de majorer des choses en fonction de si on se focalise dessus ou s'il y a une émotion ou quelque chose de plus important ou plus grave. Par exemple, si je te fais une petite entaille sur le doigt avec un petit papier, tu vas me dire, ça me gêne pas, ça m'a rien fait. Par contre, si je prends la même personne, si par exemple une personne qui est un musicien aguerri, c'est-à-dire que je lui fais une petite entaille, par exemple, si je te fais une petite coupure avec une feuille de papier, tu vas me dire, ça me gêne pas, tout va bien. Si je fais la même blessure, la même coupure avec une feuille de papier, à quelqu'un qui passe par exemple un récital de piano, est-ce que pour lui, son doigt, en tout cas sa blessure, est aussi importante que toi? Est-ce que son récital est peut-être plus important et va mettre beaucoup de valeur dedans? Est-ce qu'il y a une chance pour qu'il majore sa blessure? C'est possible. Ce n'est pas systématique, mais il y a de fortes chances. Et un autre exemple, c'est quelqu'un qui avait marché sur un clou, d'horribles douleurs, le SAMU n'arrivait pas à le soigner, n'arrivait pas à diminuer ses douleurs. On arrive aux urgences, on lui enlève la chaussure, et qu'est-ce qu'ils aperçoivent? C'est que le clou a transpercé la chaussure. Oui, mais il était passé entre les orteils. Donc il n'y avait aucune blessure. Donc en fonction de sur quoi tu te focalises, sur les émotions que tu y mets, oui, ça peut majorer ou diminuer les douleurs. Par contre, est-ce que c'est la réelle cause de nos douleurs? Ça, c'est bien plus complexe. Donc tu dois te demander, c'est qui ce jeune? Moi, je m'appelle David Omar, je suis kiné-ostéopathe, je soigne les douleurs de dos chez les gens qui ont tout essayé. Je donne toute mon énergie pour que les patients enfin retrouvent une vie normale, tant sur le plan physique que mental. Avant que je te donne des petites clés ou des petites astuces par rapport aux émotions, j'aimerais en tout cas te dire qu'est-ce que ça stimule dans ton corps. Qu'est-ce qui se produit quand tu as un stress ou une émotion désagréable? Alors qu'est-ce qui se passe quand tu stresses? Si je mets un lion à côté de toi, qui n'a pas mangé pendant une semaine, tu vas stresser, tu auras une peur. Qu'est-ce que ça va sécréter dans ton corps? Ça va sécréter de l'adrénaline, de la noradrénaline et du cortisol. Qu'est-ce que ça va permettre de quoi en fait? Ça va changer ton mode visuel pour que tu puisses voir plus loin. Ça va contracter tes muscles et le sang va aller à la périphérie vers tes membres supérieurs et tes membres inférieurs, tes jambes, pour pouvoir courir ou taper s'il y a un problème. Ton rythme cardiaque va augmenter pour pouvoir réagir face à la menace. Tu vas transpirer plus. Au niveau de ton cerveau, tu vas être beaucoup plus sur une mode vigilance. C'est-à-dire que tu vas prendre des décisions extrêmement rapides sans réfléchir pendant 3 heures. Ce qui va te permettre de survivre, pour faire simple. Et la colère, ça sécrète aussi du cortisol et de l'adrénaline. Alors on parle souvent de quand tu as 5 minutes de stress, de colère, de frustration, ton corps met 5 heures à éliminer le cortisol dans ton corps, l'hormone du stress. Alors ça c'est vrai et à la fois faux. Pourquoi? Parce que le cortisol, il a une demi-vie de entre 1 heure et 1 heure et demie. Ton corps pour qu'il l'élimine.
Sauf que ça dépend énormément de choses. Ça dépend le stress que tu as eu et comment tu interprètes ce stress. Ça dépend de comment tu élimines les choses. Parce que forcément, si tu as plus de toxines, d'autres choses, de toxines, forcément tu élimines plus difficilement que quelqu'un qui mange sainement, par exemple, et qui est peut-être sportif ou etc. Et ça dépend de ton environnement aussi. Parce que forcément, il y a des environnements qui sont plus favorables au stress. Et forcément, plus tu as du stress, moins tu arrives à éliminer le stress que tu as eu d'avant. Enfin bref. Prenons l'exemple que tu as un fort stress dans la journée ou même ton boss te crie dessus pendant 5 minutes, ok? Tu vas être un peu à fleur de peau toute la journée, tu vas rentrer chez toi et qu'est-ce qui fait ton mari ou ta compagne? Qu'est-ce qu'elle te dit? Alors, comment elle s'est passée cette journée? Et là, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Tu te remémores ce qui se passe et là, tu as un repic de cortisol alors que tu étais déjà en train d'éliminer ce que tu avais sécrété. Et là, tu es en train de te dire pourquoi je suis en train de stresser, c'est pas bien que je stresse, etc. Et c'est un cercle vicieux qui s'engage. Alors attention, je suis en train de t'expliquer les choses, je prends le temps de t'expliquer les choses. Sache que j'ai eu des galères, j'ai eu des souffrances. Je suis là pour mettre des mots dessus. Je sais que tu fais de ton mieux et le but c'est que tu continues à faire de ton mieux. J'essaie de mettre des mots dessus pour que tu comprennes et pour qu'on trouve des solutions parce que pour moi, il y en a toujours. Et même si ça fait 20 ans que tu stresses ou machin, je reste partisan que le corps il a une capacité à récupérer, à changer, à se reprogrammer. Ça prend du temps. C'est sûr que c'est plus simple pour quelqu'un qui a vécu un stress récemment que si ça fait 20 ans. Je suis d'accord. Mais par contre, je reste convaincu qu'on peut mettre des choses en place pour que petit à petit tu y arrives. Alors pour moi, une émotion, ça reste entre 5 et 10 minutes. C'est-à-dire que pour moi, c'est normal. Une émotion, ça reste un signal parce qu'on est des humains et c'est normal d'avoir de la colère. C'est normal d'avoir des doutes, d'avoir des stress, des peurs, des appréhensions. C'est normal pour moi. Parce qu'on reste des humains. Et tout comme tout signal, en fait, on se compare tellement dans cette société que c'est comme si, par exemple, un capitaine de bateau, il a des voyants dans son tableau de bord, des voyants verts, des voyants jaunes et des voyants rouges. C'est comme si on voulait naviguer avec que des voyants verts qui représentent les émotions agréables. Ben non, c'est dangereux, c'est limite dangereux. Parce que les voyants verts, les voyants orange, les voyants rouges, ils ont la même importance. On veut tous avoir des émotions agréables. C'est cool, c'est top. Je suis le premier à dire pareil. Mais on est sur Terre pour avoir aussi des émotions autant agréables que désagréables. Et les voyants, nos émotions désagréables, négatives, elles sont aussi importantes. Elles nous servent dans la vie. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc une émotion, c'est normal d'en avoir entre 5 et 10 minutes. C'est tout à fait normal. Par contre, quand ton émotion négative continue après 10 minutes, pour moi, ça devient une humeur. La grande différence entre une émotion et une humeur, c'est que l'émotion, il y a besoin d'un stimuli externe. Par exemple, un stimuli externe, c'est ton boss te crie dessus. Tu es en train de faire une tâche et tu te mets en stress. Tu fais quelque chose et tu as des doutes. Ça, c'est normal pour moi. Ça reste une réaction normale. Par contre, quand ça dure plus de 10 minutes, et une humeur, c'est quoi? Tu n'as pas de besoin de stimuli externe pour avoir ton émotion. Je te prends un exemple. Ça nous est tous arrivé, et moi le premier. C'est-à-dire que tu es en train de te balader, ou tu es en train d'être sur le canapé, à rien faire. Et là, d'un coup, tu te mets soit à pleurer, soit à être en panique, soit à être en colère. Alors qu'il n'y a absolument aucun stimuli. Tout va bien, et tu te mets en colère. Ça, c'est une humeur. Et cette humeur, si elle continue à être prolongée sur le long terme, ça va créer une identité. Une identité, c'est quoi? C'est souvent, alors, soit c'est les entourages qui te le disent, c'est-à-dire, ah, cette personne, malheureusement, elle est très colérique, elle est très peinée, elle est très anxieuse. Ou toi-même, tu vas te dire, ah ben moi, je suis une personne anxieuse, je suis une personne très colérique.
J'espère que tu comprends la différence entre une émotion et une humeur et que l'humeur peut te créer une identité sur le long terme. Donc pour t'expliquer avec des mots simples, quand tu as un stress, quel qu'il soit, ton sang va plus vers la périphérie, donc tes bras et tes jambes pour pouvoir taper. Tu vas avoir des contractions musculaires qui vont se mettre en place pour être en tension pour réagir, d'accord? Et du coup, tu as moins de sang vers tes viscères, dans tes organes vitaux. Attention, tu en as toujours, mais tu en as moins. Donc qu'est-ce qui se passe si tu as moins de sang dans tes organes, enfin dans tes viscères, et plus à la périphérie? Du coup, tu vas moins digérer. Et si tu y as moins de digestion, il y a forcément moins de production d'énergie. Il va du coup avoir moins d'échanges d'un point de vue métabolique. Donc s'il y a moins d'échanges, il y a moins d'élimination. Ou en tout cas, il y a moins de création de cellules. C'est-à-dire que dans notre corps, on a des cellules qui meurent, qui sont usées et qui sont remplacées. Mais forcément, vu que notre corps il est sollicité à survivre, ben forcément, on a le métabolisme qui est réduit. Et si on a le métabolisme qui est réduit, l'immunité aussi réduit. Vu qu'on produit de moins en moins d'énergie, par contre on en consomme de plus en plus parce que il faut énormément d'énergie pour pouvoir survivre. Notre corps il est souvent sous tension musculairement pour pouvoir réagir parce que ça consomme de l'énergie, les muscles. Et en plus de ça, notre cerveau il prend la décision les plus simples possibles. Quand on a un stress sur le long terme, d'un point de vue cognitif, on peut avoir des pertes de mémoire parce que le cortisol peut agir sur l'hippocampe. C'est là où on prend les prises de décision. Donc on peut avoir des petites pertes de mémoire ou des pertes cognitives. Si tu as un stress d'une minute ou de plusieurs heures, c'est pas la même chose. Alors quand tu vas stresser, tu vas avoir des contractures musculaires pour pouvoir survivre par rapport à un lion, d'accord? Mais c'est comme si par exemple je tenais une bouteille d'eau, une petite bouteille d'eau, très légère, pendant une minute. C'est pas grand chose, ma contraction musculaire. Mais si je la tiens pendant plusieurs heures, je vais avoir des courbatures, ça peut me gêner, même ça peut être hyper désagréable. Tu vois ce que je veux dire? Donc une tension, si tu la tiens pendant quelques minutes, ok. Mais quand ça devient chronique et plusieurs heures, ça peut créer des gènes. Tu comprends ce que je veux dire? Imaginons que tu as un gros virus très grave, tu es en Afrique, d'accord? Tu as 42 fièvres, tu es cloué au lit, peu d'énergie, toute ton énergie est focus sur quoi? Sur ce virus. Et c'est pour ça que quand on a la grippe, on est cloué au lit, parce qu'on a peu d'énergie. Toute notre énergie est mobilisée contre la menace. Et imaginons qu'il y a un lion qui rentre dans ta tente. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir les hormones du stress qui vont venir, qui va te permettre du coup de contracter des muscles. Ton sang va être plus réparti sur les bras et les jambes pour pouvoir courir ou taper. Ta réflexion va être focalisée sur les petites solutions que tu peux trouver et pas réfléchir 3 heures parce que tu n'en as pas besoin. Le but c'est d'agir au maximum, d'accord? Vu que tu auras le sang qui va être plus dans la périphérie de tes membres, tu en auras moins dans tes viscères. Donc forcément tu as moins de métabolisme. Le métabolisme il va être plus ralenti et donc forcément l'immunité elle va être mise sur le côté. C'est exactement ce qui se passe par exemple si ton lion te tue, à quoi ça sert d'avoir ton virus? À quoi ça sert de se battre contre un virus? Donc le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il se focalise sur la plus grande menace, donc sur le lion. Donc forcément, il va mettre de côté l'immunité. Et c'est pour ça qu'on a des ressources de dingue, même quand on est fatigué, même quand on a un problème, ou même quand on n'est pas dans son assiette, on arrive à trouver des ressources de dingue quand il y a une menace, soit extérieure, soit on peut se battre pour quelqu'un. Et ça, on l'a tous vu, on l'a tous remarqué, on a tous vu des témoignages. Ouais, j'étais pas bien, mais j'ai eu une énergie de dingue parce que il fallait que je me batte pour quelqu'un. Quand tu as un stress chronique sur le long terme, tu as de moins en moins d'immunité. Pourquoi tu as moins d'immunité? Parce que vu que tu sécrètes énormément de cortisol, tes récepteurs au cortisol, les glucocortisol, on appelle ça, ils sont de moins en moins sensibles. C'est exactement la même chose pour les gens qui ont le diabète. Vu qu'ils mangent, il y a beaucoup de sucre par exemple, tout le temps ou dans le sang, forcément le corps sécrète énormément d'insuline. Il y a tellement d'insuline que le corps le reconnaît de moins en moins et on crée de l'insulino-résistance. Et c'est comme ça que le diabète vient. Ça se fait pas un jour, mais ça vient petit à petit. Donc vu que ton corps reconnaît de moins en moins le cortisol, ben forcément, ça crée de plus en plus de marqueurs inflammatoires dans ton corps. Et c'est pour ça que quand on donne un anti-inflammatoire, on diminue le cortisol dans le sang et on diminue les réactions inflammatoires.
Et ce qui est le plus dingue, c'est que vu que tu diminues ton cortisol, tu diminues aussi le stress. C'est pour ça que c'est aussi utilisé chez les animaux, quand ils ont des longs transports, on leur donne des anti-inflammatoires, et ça diminue le stress. Donc est-ce que le stress, la peur, la colère, la frustration, les émotions négatives créent des douleurs? La réponse est extrêmement compliquée. Et plus j'en apprends sur le sujet, plus je trouve que c'est extrêmement dur d'expliquer les choses. Je fais mon maximum pour te mettre des mots dessus, pour que tu puisses comprendre des choses et pour que tu réagisses par rapport à ça. Une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas résumer nos douleurs avec nos remaniements vertébraux, c'est-à-dire les hernies, les protusions, les canaux lombaires étroits, les rétrécissements foraminaux, enfin bref, tu m'as compris. J'ai fait une vidéo sur ce sujet bien développé, je ne vais pas reparler à chaque fois. Je te mettrai le lien pour une simple raison que personne ne sait. Qu'est-ce que tu en sais que ça se trouve ton hernie? Elle était là bien avant tes douleurs. Personne ne le sait. Et c'est comme des personnes qui ont absolument rien aux images et qui ont mal de partout. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je peux dire à titre personnel, une émotion, on ne peut pas dire que ça crée une douleur parce que je pense que ça nous dépasse tous. Par contre, reste convaincu qu'une émotion, elle peut majorer ou diminuer nos symptômes. Parce que ça crée des contractions musculaires et une contraction musculaire sur le long terme, forcément, ça crée des tensions et ça peut créer une douleur. Est-ce que c'est une possibilité? Oui. Est-ce que je peux l'affirmer à 100%? Bien sûr que non. Parce qu'on produit moins d'énergie. Par contre, quand on est dans une situation de stress, on va consommer plus d'énergie parce que notre corps est sous vigilance, sous l'attention et en plus de ça, on a des contractions musculaires. Donc forcément, si tu as moins de production d'énergie, mais tu en consommes plus, au fil du temps, ça va te fatiguer, ça va te pomper l'énergie, comme on dit. Donc, est-ce que la fatigue est responsable des douleurs? Je n'en sais rien. Est-ce que pour moi, en tout cas, ça reste mon avis, ça majore des douleurs? Oui. Le réel problème, c'est que l'être humain croit qu'on ne devrait pas avoir de problème pour être heureux. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai des stress. On en a tous à plus grande ou moins grande échelle. Ça, je suis d'accord. Je suis pas là pour me comparer aux autres. Par contre, je suis juste là en train de poser des questions. Est-ce que, parce on rêve à une vie sans stress, mais ça serait quoi les inconvénients d'une vie sans stress? Vas-y, réponds. Alors, il y a des gens qui vont me dire, ah ben, ça serait fabuleux, pas de problème. Ouais, d'accord, sur le court terme, ça serait peut-être génial si à court terme, t'as pas de problème. Mais sur le long terme, est-ce que si t'as pas de problème, pas de challenge, pas de défi, est-ce que ça serait pas fade? Parce que si t'as pas de challenge, t'as pas de manière de progresser. T'as pas de défi, t'as pas de cette manière de volonté de progresser, en fait. La vie, elle peut être vite fade, en fait, si t'as pas de stress. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui ne vont pas du tout me comprendre. Parce qu'ils vont me dire, ouais, mais moi, c'était marrant, David, mais ça fait 10 ans que je stresse, ça fait 10 ans que je galère. Ça, je le comprends. Et moi, à ta place, je serais peut-être pareil. Parce que aussi, j'ai eu des galères, j'ai eu des souffrances et je te comprends. C'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour ça que j'essaie de t'aider, c'est pour ça que j'essaie de te mettre Pour moi, c'est mon devoir de te dire ce genre de choses. Parce que on est des êtres humains et on a la facilité, parce que on est programmé comme ça, depuis nos ancêtres, à voir les inconvénients de partout. C'est ce qui a permis qu'on survive, en fait. Par exemple, nos Homo sapiens, nos ancêtres, quand ils se baladaient dans la rue, sur des chemins, pardon, ben, s'ils voient une branche d'arbre, pour eux, c'était normal de savoir si c'était une branche d'arbre ou un serpent. Et c'est grâce à ça qu'on a pu survivre. Et pour ça, pour nous, c'est inné et c'est pour ça que c'est facile de voir les inconvénients, de critiquer les gens. Ça, c'est facile. On est programmé depuis des siècles et des siècles. Par contre, avec de l'entraînement, on peut aussi voir les avantages. Et c'est pour ça que j'essaie de te donner un autre angle. Par exemple, sur le stress, de voir des avantages sur le stress, mais aussi les inconvénients si on n'avait pas de stress. Le stress, ça reste, quoi qu'il arrive, une peur. C'est qu'on a changé le terme pour faire que ça se passe mieux, mais ça reste une peur. Et quoi qu'il en soit, tout le monde a du stress. Tout le monde a des peurs. Même moi le premier. Même si le mec, ça fait 40 ans qu'il monte sur scène, il a toujours peur avant de monter sur scène. Par contre, de croire qu'on ne devrait pas avoir de stress
pour être heureux ou pour agir, c'est là le piège. Est-ce que c'est pas grâce à ce stress que la personne, quand elle va monter sur scène, elle va être hyper performante, elle va être bienveillante vers les personnes? Bien sûr que oui. Je reste persuadé que c'est grâce à ce stress qu'il va faire bien les choses. La pire chose, c'est de se dire, j'ai du stress, je ne devrais pas stresser. Et là, c'est une cascade de caca qui se met en place. Et pourquoi on dit ce genre de choses? Parce que souvent on se compare. Et on se compare à des menteurs. On se compare à des gens qui sont par exemple dans les réseaux sociaux où les personnes se disent, je n'ai pas de stress, je suis pas stressé, je vais bien, machin, truc bidule. Alors soit, les gens qui disent ça, soit ils vivent sur une île déserte, et encore même sur une île déserte, je pense que tu as du stress, parce qu'il faut que tu manges et il faut que tu t'alimentes. Enfin, bref. Soit, je pense que c'est des personnes qui fuient leurs problèmes, ou qu'il n'y en a pas, ou qui les fuient. Ou des personnes qui n'en ont même pas conscience, qui stressent. On appelle ça souvent des faux calmes. Enfin, moi, je les appelle des faux calmes. Parce que la personne qui me dit je stresse pas, si je mets un lion à côté d'elle, de cette personne, tu vas me dire qu'elle stresse pas? Bullshit. C'est pas possible. D'accord? Si je, par exemple, je lui dis, écoute, je te prends tout ce que tu aimes dans ta vie. Ton argent, ta santé, tes proches, enfin, tout ce que tu aimes. Si tu réussis pas cette mission, est-ce que, à ton avis, il va pas stresser à mort? Mais encore heureux. Mais c'est grâce à ce stress qu'il va être aussi efficace et il va peut-être réussir. Il y a de fortes chances qu'il réussisse. Il va démultiplier sa réussite. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, commence à ne pas écouter les personnes qui te vendent du rêve. Parce que souvent, ils te montrent qu'une partie de la réalité. Ils te montrent ce qu'ils ont envie de montrer. Et bien souvent, il y a une partie de ces genres de personnes qui sont pas forcément heureuses. Ou qui n'ont pas forcément réussi. Bref, je vais pas refaire le monde. Mais concentre-toi sur toi. Alors, j'ai fait une vidéo sur les émotions. Je te mets le lien en haut ou dans la description. Je vais parler surtout de l'émotion qui est le stress, la peur de rater, la peur de rééchouer, de pas y arriver, la peur de l'échec, on appelle ça. Quand tu es dans cette peur, c'est parce que forcément tu as envie de profiter de quelque chose et que tu n'as pas forcément. Tu te focalises beaucoup sur ce que tu n'as pas, ce que tu as perdu, ce que tu ne peux pas faire. Et forcément, parce que tu as envie de bien faire. Tu as envie de bien faire par rapport à toi ou ton entourage. Et le piège dans ça, c'est parce que tu as raté des choses. Par exemple, tu as pris un rendez-vous, ça n'a pas marché par rapport à ta santé. Parce que tu as envie de faire des choses et que tu n'y arrives pas, ou en tout cas, tu as raté. Par exemple, tu voulais te promener avec ton fils et tu ne peux pas le faire. Et là, tu te trouves dans un cercle vicieux. Ou parce que tu te dis que tu as raté quelque chose, quel qu'il soit. On parle dans la santé, mais on peut être dans la finance. Parce que tu as raté un appel, parce que tu as raté une opportunité, tu as raté un rendez-vous amoureux avec, je sais pas, quelqu'un, enfin bref. Tu te dis, parce que j'ai raté ça, je vais rater dans mon futur. Et ça, c'est le pire piège du monde. De croire que quand tu as raté quelque chose, tu vas obligatoirement le rater dans ton futur. Parce que si c'était vraiment le cas, parce qu'on rate quelque chose dans notre passé, quel que soit le domaine de vie, il y aurait personne qui serait heureux, il y aurait personne qui serait riche, il y aurait personne qui serait en couple, il y aurait personne qui serait, je sais pas, à pleine gratitude. Tu comprends ce que je veux dire? Combien de personnes, après un burn-out, ont compris leur vraie valeur? Parce que forcément, ils mettaient des choses en place qui n'étaient pas dans leur valeur. Combien de personnes, après des cancers, des maladies graves, des accidents graves, se disent, pour rien au monde, je changerai ma vie. Certes, ils ont galéré, mais pour rien au monde, ils changeraient leur vie. Ça, c'est extraordinaire. Donc, le piège, c'est de se dire, j'ai raté un truc, je ne suis pas y arrivé. Donc, je ne peux pas y arriver dans le futur. Quand tu es dans ce cercle vicieux-là, tu as une peur d'agir. Tu as la peur d'agir. Tu as la peur du coup, tu vas faire de moins en moins de choses. Et ne pas agir, c'est se priver de la réussite. Tu comprends ce que je veux dire? Pour moi, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des moyens de se perfectionner, d'apprendre, d'évoluer, de se remettre en question. Sans échec,
pour moi, il n'y a pas d'apprentissage. La vie, elle est vite fade aussi. Pour moi, pour rien au monde, je changerai ma vie. Je changerai mes problèmes, je changerai mes challenges, mes souffrances, mes galères. J'ai galéré, j'ai eu des difficultés. Et je reste convaincu que c'est grâce à ça que je suis devant cette caméra. C'est pour ça que je comprends les gens et que j'aime les aider. Et je me lève le matin. Je sais qu'il y a des gens qui souffrent énormément. Je sais qu'il y a des fois c'est plus dur que d'autres jours. Je sais qu'il y a des hauts, des bas. On en a tous plus ou moins à grande échelle. Et c'est pour ça que je me lève le matin. J'en suis conscient. Mais je sais, je reste convaincu, c'est que si j'avais pas eu ça, je serais même pas devant cette caméra. Ça, c'est sûr. Je vais te donner un exemple. On prend 2 coureurs. D'accord? De haut niveau, on va dire qu'ils se tirent la bourre. Il y en a un qui gagne, il y en a un qui c'est l'autre. Ils ont une hygiène de vie de dingue. Ils font des entraînements plus ou moins à la même intensité. J'en prends un des deux la veille et je lui annonce la pire nouvelle de sa vie. La pire nouvelle. Est-ce qu'à ton avis, il va bien manger ce soir-là? Ou voire peut-être pas manger? Est-ce qu'il va passer une belle nuit? Je pense pas. Est-ce que émotionnellement ça va être compliqué? Oui. Comment ça va se passer la course le lendemain? Il y a de fortes chances que ça soit pas bien du tout. On est d'accord. Ce qui est important, c'est que est-ce qu'il va se blesser? J'en sais rien. Est-ce qu'il peut se créer une douleur? J'en sais rien. Je vois pas l'avenir. Est-ce qu'il y a une forte probabilité? Oui. Rien qu'avec les émotions, j'ai impacté la mécanique, l'hygiène de vie, le sommeil, tout ça. Et ça marche aussi dans l'inverse. La mécanique, on peut impacter, l'hygiène de vie, on peut impacter les autres. Ça marche toujours comme ça en synergie. J'ai séparé les trucs pour que tu comprennes, mais ça marche toujours tout ensemble. Ce n'est pas qu'un seul truc. Ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'une émotion, elle peut te tirer vers le haut, être un puissant allié, te dynamiser, mais elle peut te freiner et te tirer de plus en plus bas. Quoi qu'il en soit, on a tous des émotions désagréables et je pense que c'est important d'en avoir. Le pire truc, c'est de se dire je ne devrais pas en avoir. On en a tous. C'est important de les vivre. Je pense que s'auto-flageller, s'auto-fouetter, se dire c'est pas bien, je devrais pas être stressé, machin, ça c'est la pire ennemie. Pour moi, le premier pas, c'est de prendre conscience que je stresse. C'est prendre conscience que je mets en colère, que je suis frustré. La pire chose pour moi, c'est se dire je n'ai pas de stress, je n'ai pas de colère, je n'ai pas d'émotions. Tu dois les vivre. Tu es un humain. On a autant des émotions d'euphorie, dynamisant, de plaisir, de gratitude, mais aussi on a des émotions désagréables. Et elles sont importantes. Pour moi, c'est un signal. C'est important de les avoir. Donc quand on me pose la question, est-ce qu'une émotion peut créer des douleurs? Je pense que la réponse est très compliquée. Je pense qu'elle contribue fortement. Elle peut augmenter ou diminuer les douleurs, ça c'est sûr. Les créer, ça je pense que la cause est très très compliquée. On peut mettre des hypothèses, mais est-ce que c'est la vraie réponse? C'est très compliqué. Donc c'est pour ça que je me tourne vers toi. N'hésite pas à te poser la question. Est-ce que si mes sensations désagréables, mes douleurs augmentent, est-ce que il n'y a pas eu une émotion avant? Ou en tout cas, je stresse, du coup mes douleurs se majorent. Est-ce que je suis mieux, du coup mes douleurs diminuent? Voilà, c'est ce genre de questions que tu peux te poser, et juste, parce que forcément c'est complètement inconscient, mais de se poser ce genre de questions, je pense que c'est le premier pied à l'étrier. Et ce qui fait la différence entre quelqu'un, on va dire, on prend 2 personnes, je leur annonce la pire nouvelle du monde. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'il y en a un qui s'en sort bien, et il y en a un qui est au fond du trou. C'est pour moi l'interprétation qu'on y donne à cette histoire. L'histoire qu'on se raconte, comment on l'interprète cette histoire, cet événement. Et là, il y a des personnes de suite qui vont me dire, mais non, ça n'a rien à voir, c'est le fait qui est le plus important. Je vais prendre un exemple. Imaginons que je prends un match de foot ou un événement ou un film. Je prends 1000 personnes. Je mets la même scène. Est-ce qu'en ton avis, les 1000 personnes, elles vont avoir la même interprétation? Bien sûr que non. On a tous des émotions, on a tous des vécus, on a tous des choses différentes qu'on retient ou en tout cas on interprète d'une autre manière et d'une autre. Ce qui fait la magie d'un film. Tu comprends? Mais les gens ils me disent ouais mais c'est sûr que c'est le fait. Si c'était vraiment le fait, l'événement. Le problème, si je prends un événement le même pour 1000 personnes, est-ce qu'on aurait la même émotion? Est-ce qu'il y aurait 1000 personnes qui auraient la même émotion? Bien sûr que non. On a tous une émotion différente en fonction pourtant c'est le même événement. Donc si c'était vraiment le fait, le problème,
l'événement, la scène. Pourquoi on n'a pas la même émotion? Parce qu'on interprète les choses différemment. Tu comprends ce que je veux dire? Si ce genre de choses t'intéresse, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Si tu veux que j'aille plus loin, par exemple aux événements, aux interprétations, ça te plaît. En tout cas, moi j'ai fait une vidéo sur les émotions. Tu peux la voir en tout cas, au cas où. Je te mettrai le lien quelque part. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Pense à mettre un petit j'aime. Ça te coûte tout 10 millièmes de seconde. Et ça peut aider énormément de personnes, comme toi qui regarde cette vidéo. D'accord? Si tu veux plus de vidéos, tu peux t'abonner ou tu peux me retrouver par exemple sur Facebook, David Demar. Voilà, je te remercie de ton écoute. J'espère que cette vidéo t'a fait des déclics, ça t'a apporté des choses et que tu vas mettre des choses en place derrière cette vidéo. Je te remercie de ton écoute et je te souhaite une excellente, belle journée. Ciao!